Bonjour à tous, je suis donc Jimmy Ménage, je suis navré pour le petit incident technique, je suis votre animateur conférencier et bienvenue à cette nouvelle conférence de ce symposium 2021 USA France Financials en alliance avec la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce premier salon virtuel. Pour l'heure, nous débattrons d'un sujet qui intéresse beaucoup parmi vous qui nous suivez en live. Comment accélérer votre entreprise aux États-Unis s'agissant des levées de fonds, l'acquisition ou l'ouverture d'une filiale. Autant de thématiques qui seront traitées grâce au retour d'expérience et témoignages de nos trois éminents intervenants, des entrepreneurs qui ont chacun fait un choix différent, permettant cette ascension de leur business. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Vincent Meyer. Vincent a 36 ans, vous êtes le fondateur de Gophy, entendez Coffee, donc café avec un G. Votre société livre des cafés chaque matin à ses clients new-yorkais. Tous les matins, vos clients peuvent commander leur cappuccino, leur latte et se le faire livrer dans le lobby de leur immeuble. Vous livrez au travers de 25 immeubles aujourd'hui pour environ 3000 cafés par jour. Fort de votre succès à New York, vous prévoyez de vous implanter à Boston et à Miami très prochainement. Avant Gophy, vous avez travaillé dans le digital et la publicité. C'est ensuite que vous déménagez à New York pour rejoindre Ad Marketplace comme VP du business développement. Puis Jump Up Rank Games, une application de jeux mobiles, en tant que CRO. Votre CV est encore très riche d'expérience, mais surtout après 13 ans aux États-Unis, on peut sans crainte déclarer que vous avez une parfaite connaissance du marché américain et des modèles de développement, sales, marketing, technologie. Et ce qui va également nous intéresser aujourd'hui, vous avez participé à 2 levées de fonds avec des ventures capital, 2 rachats, une entrée en bourse et 2 levées en crowdfunding. Notre deuxième speaker, Stan Coignard. Stan, vous avez 40 ans. Vous êtes le cofondateur et CEO États-Unis de S4M. Vous avez été un des membres du comité de direction depuis 2012. Vous supervisez les opérations depuis les États-Unis pour cette société sur les marchés américains, canadiens et latino-américains. Concrètement, il s'agit d'aider les marques à générer plus de trafic sur leur lieu d'implantation. S4M a levé 8 millions, puis 12 millions pour développer son activité à l'international. Cela fait 4 ans que vous êtes aux États-Unis et donc une parfaite maîtrise du marché. En 2020, vous avez créé la French Tech de Miami afin de fédérer, structurer et accélérer les développements et réseaux des sociétés françaises des technologies à l'international. Vous êtes également conseiller du commerce extérieur de France. Et notre troisième speaker, et non des moindres, Ilan Elbaz. Ilan, vous avez 39 ans, vous êtes entrepreneur, banquier d'affaires et investisseur. Vous avez fondé Effective Capital en 2012. Vous avez dirigé de nombreuses transactions en tant que directeur chez Financière Cambon, qui est une boutique de fusion-acquisition à Paris et à Londres. Vous avez débuté votre carrière à New York au sein de Goldman Sachs et Callion. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et de l'Université de Richmond aux États-Unis. À date, votre total de transactions financières s'évalue à 300 millions. Alors, il y a plusieurs typologies d'investissement aux États-Unis. Pour s'installer, on peut soit créer son entreprise, soit ouvrir une filiale ou encore faire une acquisition. S'agissant de la création d'entreprise, je me tourne vers vous, Vincent. Vincent Meyer, racontez-nous votre expérience de création d'entreprise et pourquoi avoir choisi New York comme lieu d'implantation. Merci Jamie, merci pour l'intro. Ravi d'être là. Oui, alors pour la création d'entreprise, donc c'est avec mon expérience de Gophy qu'on a lancé cette société il y a 3 ans. Ça faisait donc un peu plus de 10 ans que j'étais déjà sur le marché américain. Pourquoi New York? Parce que c'était d'un point de vue marché, c'était l'un des marchés qui avait le plus gros potentiel sur la livraison de café, notamment sur une concentration dans une grande ville. C'est aussi une ville qui permet d'avoir accès à beaucoup de talents et quelque chose que peu de gens considèrent, mais qui est accès aussi à beaucoup de capitaux. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à partir de New York. Tout le monde pense souvent directement à la Silicon Valley. Lors de mon expérience précédente avec Criteo, on était parti directement à s'installer à Palo Alto plutôt que de commencer par New York. Alors qu'en fait, New York est finalement une ville assez poussée sur la start-up. Donc on a vu dès le début du gros potentiel et on s'est toujours dit que New York était le bon cas. Sur la création d'entreprise, plutôt que les autres, Stan et Ilan auront des retours aussi intéressants. Pour moi, il paraissait plus intéressant de partir de zéro. On était sur un concept un petit peu et le process de création d'une entreprise, d'une structure est très simple et demande très peu de temps ou de capitaux.
Donc, j'ai trouvé que cette structure-là était très bien. Donc, on a préféré se lancer depuis le début avec une structure toute neuve. Très bien. Merci Vincent. Alors, il existe une autre alternative qui est celle d'ouvrir une filiale aux États-Unis. Et Stan, c'est votre cas. Racontez-nous. Alors, effectivement, nous, on était dans un autre cas de figure. On était très fort dans une petite expertise de niche qui était le marketing mobile en France. Et donc, en 2012, on a facilement grandi en France. Donc, on a pu atteindre une forme de profitabilité en 3-4 ans en France. Et donc, on a profité d'une première levée de fonds pour ouvrir des filiales, pas seulement aux États-Unis, mais dans de nombreux pays. Alors peut-être qu'il y a eu des erreurs de démarrage parce qu'on a ouvert trop de filiales simultanément. Et donc ça a été très compliqué d'être face à un marché américain qui a autant de potentiel que de concurrence et de difficultés pour des entrepreneurs français. Je pense qu'on en reparlera. Mais du coup, nous, on a ouvert la filiale en 2015. Et en réalité, ça a été très compliqué au démarrage. On a levé 8 millions à ce moment-là. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, quand on ouvre plusieurs marchés simultanément, c'est très peu. Et pour faire ces premières expériences sur le marché américain en démarrant par New York, là aussi, c'est pas toujours la bonne piste. Les talents coûtent très cher. On a peu de repères pour les recruter, ces talents, pour déterminer quelles sont leurs qualités et humaines, et fiabilité et professionnelle. Et donc, on apprend face à des salaires qui sont des salaires comme on en connaît peu en France. Je pense entre 200 000 et 500 000 dollars. Et si on ne met pas ce budget-là, c'est compliqué d'avoir la personne qui va vraiment faire le switch. Donc finalement, moi, je me suis déplacé aux États-Unis pour surveiller ça de plus près. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a enfin trouvé une meilleure courbe d'apprentissage, qu'on a pu poser nos KPI, qu'on a pu attirer les bons talents, rester avec eux, donc sentir qu'ils étaient encadrés. Donc c'est vrai que traverser l'Atlantique, quand on ne l'a jamais fait, ça demande la présence physique d'un cofondateur pour ouvrir cette filiale, les banques, enfin il y a beaucoup de sujets, les bureaux. On peut pas demander à des. Et on peut vous comprendre. Voilà, on peut pas demander à des. Stan, et on en parlera, voilà. On débattra dans un petit moment. Je me tourne vers Ilan. Ilan, vous n'avez pas que ce regard opérationnel, vous avez aussi la vision de l'investisseur. Alors, quelles sont également les aides à l'export que la France a prévues pour les entrepreneurs? Tu es sur mute. Vous m'entendez, Ilan? Ouais, c'est bon. C'est bon? Allez-y. Merci. Les amis, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est de la France, permet avec les aides à l'export de participer à ce développement. Et vous assure, grâce notamment avec l'anciennement COFAS, la BPI Export, ça vous permet d'obtenir des aides spécifiques pour vous développer à l'international. Donc ça, c'est une des aides qui vous assure une partie des dépenses engagées à l'international. Mais aujourd'hui, il faudrait revenir. Vous avez deux expériences différentes. Une expérience typique de Vincent qui est déjà venu avec une grande entreprise aux États-Unis et qui a pu, lui, en étant sur place, ouvrir sa boîte et la créer, puisqu'il connaissait toutes les problématiques que les États-Unis et tout aussi les bienfaits. D'ailleurs, il n'y a pas que des problématiques aux États-Unis, il y a aussi des bienfaits et un marché gigantesque à conquérir. Et de l'autre côté, Stan, qui est venu, lui, après avoir investi dans la filiale pour recruter avec les plus et les déboires du recrutement et du personnel très cher qui s'en va, qui reste, qui repart, ou qu'il faut suivre. Donc, l'investissement d'un cofondateur personnel en termes humains, avec la famille qui doit se déplacer, etc. Et enfin, il y a l'autre version sur laquelle on va transitionner. On va vraiment rentrer dans la précision dans un instant. Mais messieurs, déjà, pour tous ceux qui nous suivent, là, toute notre audience aujourd'hui, là, messieurs, quels ont été vos principaux obstacles ou les warnings que vous souhaiteriez communiquer à ceux qui nous suivent là? Moi, je peux. Stan, par exemple. Oui, Stan. Ilan, je ne sais pas si tu avais fini du coup sur
C'est pas- C'est pas grave. Non, mais parce que la dernière comme partie est, à mon avis, assez clé. Alors, ce sont les conditions du direct, la technique. J'ai eu un petit souci. Je n'ai pas l'image en fait. Donc, je n'ai que le son. Et Ilan, je suis désolé Non, si je vous ai je pense coupé en qu'Ilan, il faut que tu pleine finisses sur déclaration, mais vous allez pouvoir développer. Ouais. Bon, Mais du coup, tu coupes un peu. En fait, tu coupes de manière la conversation. Mais indirectement pour finir, enfin la dernière interaction qui est intéressante, c'est aussi du coup de passer par la phase acquisition d'une boîte locale avec une équipe des gens en marche et un chiffre d'affaires des clients qui peut aussi permettre d'accélérer ou de mixer ces différentes expériences. Et je pense que là, on aura fait un tour de l'investissement aux États-Unis d'un point de vue global quand on a déjà une boîte en Europe ou quand on a déjà eu une expérience américaine et qu'on a créé sa boîte. Voilà, je pense que c'était important, le complément était important. La conclusion. C'est sûr. Ok, Vous avez et donc raison. Je vous remercie. Et pour Alors, revenir à mon avis, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir avec Stan, il peut parler des déboires. À mon avis, tu peux peut-être commencer à parler des déboires RH, les plus gros. Globalement, les difficultés, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas insurmontables. Simplement, il faut arriver avec beaucoup d'humilité et de courage pour ne pas se laisser démonter parce que c'est très différent. On découvre qu'on a une culture européenne et que cette culture européenne, elle est un peu face à la culture américaine. Le fake it until you make it est à mon avis une idée qui résume bien les choses. C'est que les Américains n'ont aucun problème à vendre leur capacité à faire alors qu'ils ne savent pas encore faire. Et on imagine très rapidement ce que ça peut impliquer quand on a peu de moyens, qu'on attend d'un Américain qui soit un peu la solution à un problème, et qu'en fait cet Américain, il se dit dans sa tête, moi, il n'y a pas de souci, je vais arriver, je vais apprendre très vite, et ensuite, je vais réussir à faire. C'est un peu l'inverse du français, en fait, en réalité, où le français Exactement. va avoir peur d'aller plus loin, mais va savoir faire. Et en fait, l'Américain, il peut tout faire. Il a une sorte de confiance en lui qui fait qu'aujourd'hui, je peux tout faire. Et on va y arriver. Et donc, du coup, exactement. Et pour apporter une solution, je trouve, pratico-pratique à ça, moi, j'encourage les entrepreneurs français sur les CV à observer des candidats qui ont l'habitude du voyage, qui ont été naturellement et à plusieurs reprises tournés vers l'Europe et qui comprennent ce que ça représente d'avoir une boîte européenne qui s'installe aux États-Unis, dans le sens où il n'y a pas que le marché américain qu'ils ont trop l'habitude de voir. C'est un marché qui est mondial et une boîte européenne ou française s'attend à ouvrir une filiale aux États-Unis, ce qui est très différent dans l'approche. Une petite chose que je veux rajouter juste sur ce débat, parce que j'ai vécu la même expérience que Stan en ouvrant les bureaux de Criteo aux US. Mais je dois reconnaître quand même après 12 ans ici, en me sentant quand même plutôt américain et en embauchant pour ma start-up, j'ai les mêmes problèmes. Donc je pense que c'est dans la culture américaine de parler avec des gens qui savent extrêmement bien se vendre et comme Ilan le disait très bien, qui sont convaincus qu'il n'y aura aucun problème pour eux pour réussir. Et que pourtant, pour avoir vécu ces expériences en disant finalement ces gens-là ne fonctionnent pas, même 10 ans après, même 15 ans après maintenant, quand c'est sur ma propre boîte, je continue quand même à avoir toujours ce même challenge. C'est qu'on est souvent pris par la candeur et la conviction que ces candidats ont. Et d'un point de vue HR, c'est toujours très difficile. Donc, il n'y a pas que le problème pour les Français. Je pense que c'est un problème qui apparaît dans toutes les entreprises américaines. Très bien. Alors, dites-moi, au regard de vos 3 profils, à savoir création, développement de filiales, accompagnement pour le cas d'Ilan, est-ce qu'on a recours aux mêmes partenaires financiers pour un accompagnement aux États-Unis? Et je pense que si on peut, on est tous les 3 entrepreneurs en fait. Et je pense que l'entrepreneuriat finalement aux États-Unis va guider aussi notre vécu sur les différents partenaires qu'on va utiliser. Très bien. Mais alors, vous respectivement, vous les avez trouvés comment vos financements? Vincent, tu veux démarrer? Oui. Alors, parce que donc moi j'ai une expérience sur ces derniers mois qui est un petit peu différente puisque j'utilise un nouveau levier, ce qui est le crowdfunding. Donc c'est vraiment d'aller lever de l'argent auprès des particuliers, des gens qui ne sont pas des investisseurs professionnels, mais qui commencent à être intéressés par le monde de la start-up. Donc ça a l'avantage qu'on puisse ouvrir sur un marché plus large.
Jusqu'à il y a quelques mois, enfin jusqu'à hier d'ailleurs, encore c'est pas encore le cas, mais jusqu'à il y a encore quelques semaines, c'était limité à un certain montant. On avait le droit de lever jusqu'à $1 million pour développer une entreprise. Maintenant, le plafond a été relevé jusqu'à 5 millions. Et donc c'est plus, je veux dire, en mode en tout début de levée de fonds sur une idée. C'est souvent un process qui marche très bien, mais qui va être très différent de un process de levée de fonds, je veux dire, plus traditionnel sur une société qui a déjà du revenu comme Stan a pu faire. Alors du coup, je vais enchaîner, je vais laisser la partie profil des investisseurs à Ilan. Mais pour nous, le cas S4M, S4M est vraiment un pur produit, la French Tech. Et Ilan le soulignait, on a de nombreuses aides en France pour accompagner les entreprises avec des crédits d'impôt recherche sur l'ingénierie, avec une banque publique d'investissement, avec des programmes, des programmes de lancement dont S4M fait partie. Je pense au Next 40 ou au French Tech 120, qui sont les 40 prochaines, j'aime pas utiliser ce terme, mais les 40 prochaines licornes avec des valuations à plus de 1 milliard et les 120 entreprises avec le plus gros potentiel de croissance. Donc, la France met sur une rampe de lancement, ces startups. Donc, nous, on a pu en profiter. Donc, dans cette ligne-là, notre premier investisseur, ça a été un mix de la BPI, la Banque publique d'investissement, et d'autres gens qu'on connaissait d'une autre expérience. Après, on en discutait lors de notre préparation de panel. C'est vrai que la teinte qu'on va donner à l'entreprise qu'on fait grandir, elle est aussi marquée par la nationalité de ces investisseurs. Et là, il y a un peu un truc tricky, c'est que en France, il y a peu d'investisseurs américains qui vont investir sur des petites sommes et prendre vraiment des boîtes françaises pour les accompagner early stage. Il y en a peut-être de plus en plus, et c'est pour ça, Ilan, je te laisserai commenter là-dessus. Et du coup, si on veut se développer aux États-Unis, plutôt on invite au board des Américains et plutôt on donne cette teinte internationale à la start-up française. Alors, pour rebondir un peu sur... Ok, alors on va le voir juste après, mais c'est pas forcément évident d'avoir un Américain dans son board. Vas-y, Ilan. Moi, j'ai pas eu d'Américain dans mon board. Je vais laisser Vincent. On a eu quelques-uns. On a fait une levée avec Criteo de 5 000, exactement pour expliquer Stan. Donc, c'était maintenant il y a un peu plus de 10 ans. On est d'arriver aux US. Après un an, on avait vraiment beaucoup de mal. Et donc, on a compris que cette stratégie d'internationalisation allait beaucoup nous aider. Et donc, comme on rigole là, on a eu 3 Américains dans le board. Et je pense que ça fait grandir une société. Ça nous a permis de nous ancrer encore plus sur ce qu'on discutait avant, d'apprendre à manager et d'interagir avec cette mentalité américaine. Tout comme un employé ne comprend pas pourquoi ça ne marcherait pas, un investisseur ne comprend pas pourquoi s'il a mis de l'argent, la boîte ne décolle pas du jour au lendemain, surtout si c'est un gros fonds d'investissement américain. Quant à ce qui est pour les trouver, Jimmy, ta question, là je trouve que le marché américain là-dessus est beaucoup à l'écoute et beaucoup à l'écoute des boîtes françaises. Stan est l'exemple parfait de cette génération de boîtes françaises tech qui sont très bien vues, qui sont très bien perçus par les fonds d'investissement. Donc là-dessus, pour moi, c'est pas un doute que les entrepreneurs français devraient avoir. Ils seront capables de pitcher les fonds américains. En étant bien préparés. En étant bien préparés. Évidemment. Et il y a un atout en France que tu as aujourd'hui et qui est très important, c'est on a des développeurs qui sont hors normes, en fait. On ne s'en rend pas compte et qui coûtent beaucoup moins cher qu'aux États-Unis pour des développeurs qui savent moins faire. En fait. Donc, en réalité, le HR français qu'on nous vend et qu'on dit un CDI, c'est hyper cher en France, les charges, c'est hyper cher, etc. Venez aux États-Unis avoir des gens qui n'ont pas de CDI, qui n'ont pas de contrat, qui peuvent partir du jour au lendemain, qui n'ont pas du tout d'attachement à la société à part le salaire. Donc, c'est ça la différence. Aujourd'hui, il faut qu'on se rappelle aussi qu'en France, il y a quand même des avantages qu'on ne peut pas réfuter sur la qualité des profils que nous avons. Et en même temps, on peut développer avec ça des bureaux commerciaux aux US ou avoir un marché attractif avec des
de bons atouts commerciaux ici et de beaux bureaux qui nous permettent de ce marché, qui est le marché de la référence quand tu travailles dans les domaines marketing, quand tu travailles dans de nombreux domaines sur Internet ou autres d'ailleurs. Très bien. Alors, si je comprends bien, je suis français, sans visa de travail, sans argent, mais j'ai une très bonne idée de création d'entreprise. Est-ce qu'un investisseur pourrait accepter de m'accompagner? Non. Moi, je pense qu'un entrepreneur, il est forcément plein de bon sens. Ça ne semble pas logique pour qui que ce soit d'attaquer les États-Unis quand on n'a pas fait ses preuves et ne serait-ce que pour apprendre. Le marché français, c'est un super bon marché de benchmark pour mettre en place. Il y a tellement d'aides et il y a tellement de bons fonds d'investissement early stage en France qui aident à faire décoller les idées qu'on peut avoir qu'aujourd'hui, démarrer une entreprise ailleurs qu'en France, quand on est français, qu'on n'a pas de visa, c'est se mettre des galères supplémentaires qu'il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, la France a un rayonnement assez important, que ce soit dans la tech ou autre, dans la création, dans la créativité, dans plein de domaines qu'il faut garder en réalité. Oui, et puis si vous écoutez Donc, si je comprends bien, messieurs, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un Français, pour qu'il réussisse aux États-Unis et qu'il se voit accompagné par des investisseurs américains, il est nécessaire qu'il vienne avec déjà un bagage pour qu'il montre son expertise. Oui, en fait, Stan c'est un peu ce qu'il a expliqué au début, et on a eu exactement la même expérience avec Criteo au début. C'est que si on n'avait pas eu des marchés solides en France ou dans les autres filiales qui nous ont aidés à financer le développement aux États-Unis, on n'aurait pas réussi. Et pourtant, Criteo a donc bien eu un très beau succès. Mais les États-Unis, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent à pénétrer. Stan parlait des salaires. Ilan a expliqué la différence dans les cadres des employés et les investissements qu'il faut mettre. Le marché est très gros. Et donc, d'aller le chercher sans rien, c'est extrêmement difficile. Puis ils nous attendent pas. Alors concrètement, quel est le profil idéal pour séduire un investisseur américain? Ilan, peut-être? Enfin, quand tu commences, c'est un peu compliqué comme question à répondre, parce que si c'est pour un entrepreneur qui démarre une société, il n'y a pas de profil. Enfin, je ne vois pas le fonds américain. Non, mais disons qu'il y a des. Il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs, en fait. Il y a une typologie. Ouais. Bah, j'entends bien, mais dans tous les cas, est-ce qu'il faut avoir un minimum de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faut avoir un certain nombre d'années? Enfin bref, qu'est-ce qu'on doit dégager pour qu'aujourd'hui, un Américain investisseur se dise « Ok, je veux bien miser sur ce profil ». Ilan, en gros, c'est qu'est-ce qui fait que tu optimises ton ratio de win sur un pitch investisseur? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir dans le dossier? C'est l'attraction. C'est l'attraction. Enfin, l'attraction aux US, l'argent parle beaucoup. J'ai envie de dire, après, Ilan a raison, parce que c'est toujours très, très large, surtout sur l'entrepreneuriat. Mais là, en l'occurrence, si on parle juste de nos 3 expériences, ou en tout cas des personnes qui sont là, la tech, on a un vrai atout en tant que Français. Si on a des gens dans l'audience qui se posent des questions à construire quelque chose de technologie, basé sur la technologie, sur la pub, sur l'advertising, sur des solutions, même du wearable, des choses comme ça, il y a un vrai atout français. On a un vrai savoir-faire, comme Ilan le mentionnait tout à l'heure. La technologie et les ingénieurs qu'on a sont des gens qui sont bien vus aux États-Unis. On a des expériences de succès. Donc, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant. C'est pour un entrepreneur de savoir que les investisseurs en général, je pense que c'est même le cas en France, mais encore plus aux États-Unis, préfèrent investir dans des domaines ou dans des gens qui ont déjà réussi. J'ai un petit exemple pour moi. J'ai fait donc 15 ans dans la tech. Quand je suis allé voir les fonds d'investissement avec mon petit business plan sur mon idée de café, ils m'ont regardé en disant « Mais qu'est-ce que tu nous présentes? Ça fait 15 ans que tu es dans la tech, tu nous montes une autre boîte en tech, bien évidemment, on sera content d'être avec toi. Mais pourquoi d'un seul coup tu passes de la tech au café? C'est pas du tout la même chose. » Et ils n'ont pas investi dans mon pitch. Alors que c'est des gens qui m'avaient suivi sur d'autres boîtes en tech. Donc, je pense que encore plus aux fonds d'investissement américains, mais là j'ai moins d'expérience sur le retour français, donc je ne sais pas. Mais pour les fonds d'investissement américains, l'attraction et l'expérience, et si possible le succès, sont des valeurs extrêmement importantes. Et si le succès est trop difficile à démontrer, je dirais la profitability, le fait d'être profitable
c'est la règle numéro 1. Donc, attaquer des investisseurs sans être capable de leur démontrer qu'on a en tête, mais à 100% sur la profitabilité, c'est compliqué. Elle peut venir dans 6 mois, elle peut venir dans 1 an, mais il faut qu'elle soit indiscutable. Et du coup, ils auront envie d'investir parce qu'ils diront, OK, la profitabilité, le modèle est correct. Donc, si on investit pour craquer le marché américain, le facteur multiplicateur, il est de fois 25, en gros. 5 fois la population française, fois 5 fois plus de densité d'économie, c'est à peu près le ratio américain. Là, ils y vont, ils disent OK, et ils vont avoir envie de mettre beaucoup d'argent, le plus possible en réalité, pour faire fois 25 dans les 3 ans, quoi. Et surtout avec une rapidité, une agressivité en réalité. Et ce qui est très important, c'est la rapidité d'exécution. Vraiment très important. Et donc, c'est pour ça que venir, je suis désolé, ça a coupé, mais venir aux États-Unis, si on a pu démontrer des métriques en Europe, en France, d'ailleurs, pas qu'en France uniquement, des métriques en Europe sur un des marchés locaux européens, le marché américain étant un marché de 50 États différents, mais 50 États avec la même culture, c'est un marché qu'on duplique 50 fois, qui n'est pas le même marché en Europe. En Europe, on va devoir avoir des marchés culturels différents. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui vont aller chercher les marchés différents, allemands, etc., qui sont beaucoup plus durs à conquérir parce que les cultures sont différentes. Et quand on vient chercher un marché américain, on va réussir à avoir ce marché-là avec cette vitesse d'exécution qui peut être grandiose en réalité. Et donc, c'est ça aujourd'hui que cherchent les investisseurs et c'est ça qu'un investisseur américain peut aider à faire pour une boîte française qui va venir aux États-Unis. Mais cette boîte-là doit avoir une bonne attractivité, une bonne traction, une bonne attractivité auprès de ses futurs clients. Alors, je voudrais revenir sur le système de garantie. Vincent peut le montrer avec Criteo, il l'a démontré. Criteo est arrivé aux États-Unis au moment où il avait démontré son business model en Europe et qu'il pouvait le dupliquer. Oui, exactement. Très bien, Ilan. Merci. Alors, vous avez parlé de quelque chose, mais vous l'avez tout survolé. Je voudrais qu'on revienne dessus. Je voudrais qu'on comprenne vraiment que le système de garantie en France, lorsqu'un investisseur investit, n'est pas du tout le même, puisque aux États-Unis, on parle de valorisation. Alors, est-ce que vous voulez me préciser exactement comment cela fonctionne pour un investisseur, pour un entrepreneur français qui comprenne véritablement comment l'investisseur, lui, se rémunère sur son après investissement? Ouais. Il investit, il prend des parts de société en général, et donc ensuite, quand on vend la société, il récupère une partie des parts. Donc, ça dépend de la valorisation de la société. Mais vous disiez que c'est... Ce que tu expliquais, Ilan, la dernière fois, c'est le mécanisme de préfère. Les preferred. Les preferred. En réalité, aujourd'hui, sur les Américains, il y a une visibilité qui est différente sur la valorisation. En général, ce qu'on essaye d'atteindre ici, c'est qu'il n'y a pas de problème de taille de valorisation ni de grandeur de valorisation. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur argent au moins 2 fois ou 3 fois en général. Et donc, il y aura pour être simple, en France, on va avoir très rarement ce qu'on appelle des actions préférentielles. Et aux États-Unis, il va y avoir des actions préférentielles qui vont être à 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire, en gros, je rentre sur une valorisation de société, on va dire à 10 millions pour faire simple. Si je la vends 20 millions, j'ai fait x2. L'entrepreneur français, il récupérera rien de la vente de sa société quand il est venu. Et s'il la vend x3, il récupérera d'abord le x2 à son investisseur américain et il récupérera sa part sur la partie supérieure. C'est un peu compliqué comme discussion, mais j'essaie de le faire le plus simple possible. Très bien. C'est pour ça que j'ai voulu revenir dessus, parce que j'imagine que si moi, j'avais déjà du mal à comprendre la première fois lorsqu'on en a parlé, c'est que probablement certains entrepreneurs qui nous suivent pourraient ne pas également comprendre. Mais en général, si on en est là, c'est qu'il y a quand même une belle traction de la société. Donc, c'est des négociations et des sociétés comme Effective ou comme moi, on est là pour travailler avec vous et vous aider dans ces domaines-là. Très bien. Alors, concrètement, on est d'accord que grâce également à des organismes comme la FAC, la Chambre de commerce franco-américaine, c'est un des passages obligés pour n'importe lequel des entrepreneurs qui s'installent aux États-Unis pour rencontrer des experts qui vont permettre de consolider le socle de départ. C'est un network très intéressant et très important en fait. Ça permet de rencontrer déjà des personnes qui sont comme nous au quotidien, après de permettre d'échanger sur des problématiques, d'échanger sur plein de choses. Mais je peux laisser Stan. Et puis, on peut créer la French Tech Miami comme ça aussi. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation. Mais
J'avais un prof qui disait on est des nains juchés sur les épaules de géants. Donc, si on est entrepreneur, on va toujours avoir envie de gagner du temps et donc arriver quelque part pour trouver un réseau de professionnels, d'experts relativement bienveillants, parce que la communauté française est à la fois assez nombreuse et bienveillante aux US. Faut être clair, on a tous eu beaucoup d'aide en arrivant. Et donc, si on prend l'exemple de Miami, il y a la French Tech Miami qui peut vous accueillir. Il y a des bureaux disponibles pour vous installer et le temps de faire vos rendez-vous. Il y a la chambre franco-américaine avec tout un catalogue d'experts qui est prêt à aider gratuitement ou pas. Mais de toute façon, c'est intéressant. C'est des gens qui sont choisis. Et il y a les conseillers du commerce extérieur de France qui sont aussi là et qui représentent des grosses structures avec des décennies de carrière derrière eux. Et c'est intéressant d'avoir leur point de vue sur le marché parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Et sur la partie financière également, vous avez USA France Financials qui peut vous accompagner avec leurs meilleurs experts également. Donc, messieurs, aujourd'hui, enfin à l'heure, au moment où on se parle, ce que j'ai envie de savoir, c'est quels sont les super conseils, les meilleurs conseils que vous pourriez prodiguer à notre audience quand il s'agissant d'un investissement, d'une accélération de son entreprise aux États-Unis. Je pense que juste pour rebondir ce que Stan et Ilan parlaient, la première chose, c'est il ne faut pas hésiter à contacter les experts. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris avec la communauté française. C'est à quel point on est prêt et les gens sont prêts à aider, prendre du temps. Ça fait donc quasiment 15 ans que je suis aux US. Je passais plus de temps dans des sociétés américaines ou avec des Américains qu'avec des Français. Et ça me surprend toujours, de manière agréable, de voir à quel point on a tous envie que les Français réussissent. Et donc, on ouvre notre carnet d'adresse, on ouvre notre temps pour aider ceux qui veulent venir. Donc, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut contacter les gens, il faut utiliser les organismes qui sont mis à disposition. Il ne faut pas croire que parce qu'on a notre petite vision, on peut y arriver tout seul. On a tous les mêmes problèmes quand on arrive. L'histoire se répète sans arrêt avec toutes les startups qui sont venues aux États-Unis, qui veulent s'implémenter en venant de France, ou les entrepreneurs qui viennent s'implémenter aux États-Unis. Et personne, que ce soit des très gros succès ou des petites déceptions, ne passe à côté de ces mêmes problèmes-là. Donc, je pense que c'est très important de préparer la chose. Et deux, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, avec l'expérience Crétéo et même l'expérience que j'ai maintenant aujourd'hui en tant qu'entrepreneur basé aux US, c'est les besoins en capitaux. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'intérêt de ce marché, mais aussi le coût de ce marché, qui, pour des Français, est toujours malheureusement, je trouve que c'est dommage qu'après toutes ces années, il y a encore des gens qui soient surpris. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont levé les sourcils, Stan, quand tu as parlé de 300, 500 000 de salaire. Quand j'entends encore des gens qui ne comprennent pas ça, je leur dis, c'est pourtant la raison du marché. Et il y a une raison pour ça, il y a un retour derrière. On parle de 25 fois ce qu'on peut faire en France. Donc, c'est vraiment faire ces recherches et préparer financièrement les besoins et pas essayer de le faire au cordeau. C'est plutôt voir au plus large possible. De toute façon, c'est la première question que les talents vont poser. Hein. Ouais. Avant de rejoindre une boîte française, c'est de quelle manière elle est backée financièrement. Ça, c'est fondamental. Moi, si je peux rebondir là-dessus, les deux aspects que je soulignerais, c'est de ne pas sous-estimer la notion de territoire, à quel point il est vaste. Parce qu'en fait, on voyage sur un continent. Donc, typiquement, moi, je suis à Miami. La raison de Miami, c'est l'aéroport qui est à 15 minutes en voiture de chez moi. Miami est une des rares villes aux US où il y a un aéroport de ville. Et il faut accepter l'idée d'être en voyage. Alors là, Covid oblige, mais on est en voyage 10 jours par mois. Et tout le monde, en entrepreneur, va aller à la conquête de ce gigantesque territoire en voyageant, en rencontrant les gens. Et ça demande de l'énergie, du temps et de l'argent. Donc, cette notion de territoire, elle est fondamentale parce qu'elle contraint au process, elle contraint à bien déterminer les job desks des gens qui interviennent localement dans des petits bureaux dans les villes. Enfin, bref, ça entraîne un certain nombre de réflexes qu'on n'a pas du tout en France, où il y a 2-3 places qui font la totalité du marché français et qui sont très faciles à intégrer.
Mon deuxième conseil, c'est vraiment, je reviens sur cette histoire de culture. Et je ne veux pas faire dans le politique du tout, mais en Europe, pour la faire très simple, on est dans des États dont la gouvernance est très intrusive, c'est très biberonné, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est très libéral. Et du coup, ça va entraîner dans l'ADN des gens vraiment une différence de culture énorme sur la place du patron, sur l'affect dans le boulot, sur le côté famille dans les boîtes, etc. Donc, encore une fois, je suis à Miami, et à Miami, il y a le côté latin qui est assez exceptionnel. Donc, on pourrait croire qu'on est plus qu'en France, mais dès qu'on tombe sur des places très agressives comme New York, ou des places très américaines comme le Midwest, ou des places très pioneer-like comme la West Coast, on a intérêt, en tant que Français, à être parfaitement en place sur la job desk, sur les missions, sur les attendus, et à évaluer les gens sur de la performance et pas sur le côté bagou et sur l'affect, parce que dans ces cas-là, il n'y aura que des mauvaises surprises. Voilà mes deux conseils. Très bien. Ilan? Suivant, pardon. Ton conseil aux entrepreneurs? Moi, aujourd'hui, la vision, c'est de vraiment réagir et réfléchir à ce qu'on veut faire aux États-Unis, à comment adresser le marché qu'on envisage. Et plusieurs aspects. Sur un des conseils, c'est de visualiser et de bien préparer son business plan et son cash flow, savoir vraiment combien on doit dépenser, qu'est-ce qu'on doit investir, se renseigner, rencontrer des personnes au maximum. Honnêtement, il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui sont très accessibles quand vous venez aux États-Unis pour les voir. Deuxièmement, se poser la question que vous avez eu deux expériences différentes avec l'ouverture from scratch et l'ouverture d'une filiale pour contrôler. Mais l'ouverture aussi, parfois, on y pense peu, mais de faire des acquisitions de petites boîtes de votre secteur. Ici, c'est un marché qui est très éparpillé aux États-Unis. C'est pas du tout un marché concentré comme on a en France, qui pourrait être concentré sur 2 ou 3 villes, comme vous disait Stan, et en général concentré sur Paris quasiment. C'est un marché concentré où on peut trouver une très bonne spécialité d'une boîte qui fait 4-5 millions au fin fond de l'Ohio et qui fonctionne très bien et qu'on pourrait racheter pas trop cher par rapport à ce que vaudrait une boîte qui serait en France de cette même taille et qui aurait déjà une espèce de culture d'entreprise, des employés qui fonctionnent, quelques clients et qui viendraient un peu aplanir le prix d'investissement d'ouverture de filiale. C'est le dernier conseil que je dirais, c'est de ne pas oublier que cette phase-là existe et que cette option-là existe et qu'elle est parfois moins dangereuse que l'ouverture de belles filiales dans des super bureaux à New York qui vont coûter une fortune ou qui coûtaient une fortune il y a un an, mais qui viendraient voilà, ouvrir. Et après, comme le disait Stan, pour ajouter, on voyage beaucoup quand on est entrepreneur international et finalement, c'est important d'avoir un aéroport accessible qui dessert beaucoup de villes, que ça soit local, mais si vous êtes entrepreneur français, qui dessert plusieurs fois par semaine la France. Vous allez voir, c'est important de pouvoir rentrer aussi voir vos équipes en France. Ilan, je veux juste rebondir là-dessus sur ton idée, sur ton commentaire sur le rachat, notamment sur le fait d'avoir des clients locaux. Je pense que c'est extrêmement important, Stan. Je pense que tu vois où on veut aller. On est avec Critéo, on avait quand même donc une très belle force en Europe. On bossait avec des boîtes qui sont pourtant des boîtes internationales, multinationales. Et quand on est arrivé aux États-Unis, on a dit ben voilà, on travaille avec BMW, on travaille avec Nissan, on travaille avec Yahoo. Et les gens nous ont regardé ici, ils ont les équipes locales de ces boîtes-là. Vous avez dit, mais ça, c'est l'équipe européenne, c'est pas nous. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas ce que vous faites avec eux. Et à l'inverse, on avait un petit client qui nous avait suivi, qui était déjà implanté aux US. Et le case study d'un client américain avait presque plus de poids que la filiale d'une multinationale à l'échelle européenne. Donc, pour moi, c'est un énorme avantage. J'avoue que il y a 10 ans, on se serait rencontrés. Je pense que l'aventure Critéo était différente parce que on serait pas parti de zéro. On aurait acheté un fonds de business, comme tu dis, avec quelques clients. Ça a une valeur extrêmement importante pour le démarchage commercial. Et pour la question de Jimmy tout à l'heure, pour aller voir des investisseurs, aller voir des investisseurs aux États-Unis et montrer qu'il y a de l'attraction sur le marché américain,
c'est très très important, presque parfois plus que l'attraction européenne. Et du coup, je refais un coup de promo sur Miami parce que pour reprendre le cas de S4M, donc nous, on travaille avec des marques internationales et comme le disait Vincent, on est arrivé avec des McDo, des Subway, donc c'est des monstres aux US, ces gens-là. Et pourtant, les cas, ils étaient en français ou ils étaient en anglais parce que c'était le Royaume-Uni. Ils en avaient rien à cirer. Et depuis Miami, j'ai pu rencontrer plus facilement des marques, faire les premiers case studies et utiliser ces case studies pour remonter sur New York. Alors que New York, on frappait à la porte depuis 2 ans sans aucun résultat. C'est simple, un business meeting à New York, c'est 30 minutes. Un business meeting à Miami, c'est 1 heure où on se parle, on se découvre, on s'écoute. Je reparle de culture, mais c'est très différent. Et si on n'est pas armé pour un business meeting de 30 minutes sharp, il va en falloir des semaines pour choper les meetings, faire les 30 minutes, se galérer, apprendre, y retourner, etc., etc. Et surtout que ces meetings-là qu'on a, c'est des gens qui sont très demandés. Enfin, ils ont l'habitude d'avoir plein de meetings en permanence. Donc, c'est vraiment très intense, en fait. Et je pense que c'est très important pour continuer vraiment dans cette levée. Et même parfois d'acheter des boîtes qui sont proches de votre métier, mais pas uniquement dans votre métier, mais d'avoir cet accès à du client, à du cas client US est beaucoup plus important que de dire j'étais premier client, c'est Carrefour en France ou France Télécom ou Orange. Ils en ont rien, mais alors ça n'existe pas pour eux. Et même si vous dites que votre client c'était Ford en France, ah bah super, pour vendre des voitures à des Français, oui. Mais nous on vend des voitures à des Américains. Et on vend des pick-up 150 au fin fond du Texas. Donc en fait, en réalité, quand on vend une Ford Fiesta à Paris, c'est pas la même que la Ford, c'est pas le même esprit commercial et marketing. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'idée. Très bien. Alors, si l'art de pitcher n'est pas inné chez nous, comment on peut l'acquérir? Comment on peut devenir quelqu'un qui pitche super bien? Faut se prendre des portes dans la tronche tout le temps, ça forme le caractère, comme on dit. Encore une fois, on a un petit avantage pour les Français. Oui, on n'a pas le bagou, la confiance que beaucoup d'Américains ont instillé au corps. Mais on a l'esprit de la rhétorique, on apprend pas mal de nos erreurs et on est assez bon, je trouve, pour savoir quand on n'y arrive pas et d'aller chercher à s'améliorer. Et ce qui est génial aux États-Unis, c'est qu'à l'inverse, je ce que disait Ilan, les gens sont super busy, mais ils vous reverront 2-3 fois. Et la première fois, ça peut être un meeting terrible, ça ne veut pas dire qu'on ne nous reverra jamais. Donc, on a toujours cette chance, ce renouveau, ça peut prendre un peu plus de temps. Il ne va pas nous revoir la semaine d'après. Mais il y a quand même un feedback constant. Et puis, si c'est vraiment mauvais, les Américains n'ont aucun problème à dire que ce qu'on raconte, c'est mauvais. Et même s'ils ne le disent pas, faut venir chercher le feedback, surtout au début, parce que je pense que ça, pour le coup, c'est universel. Tout le monde aime bien donner son avis. Et il n'y a aucun problème à la suite d'un meeting qu'on semble ne pas avoir bien réussi à dire écoutez, voilà, est-ce que vous n'avez pas des conseils à me donner? Alors, si vous en êtes là, c'est-à-dire que le meeting il est cramé, hein, il n'y aura pas de survie, mais ça peut sauver les 5 suivants, quoi. Mais ça peut sauver aussi le meeting parfois. Parce que quand on montre qu'on sait se remettre en question, en général, tu peux y arriver un peu. Hein. Moi, je l'ai vu, il t'aide et il dit bon, honnêtement, t'as pas l'air méchant, ton offre elle est pas mal, mais elle n'est pas adaptée. Travaille là comme ça et tu seras bien. Il y a vraiment cet esprit. L'Américain, il n'aura pas de mal à dire ce qu'il pense. Ça, c'est clair. Mais après, je trouve que la réputation des Français est de plus en plus intéressante. Et on le doit à des Criteo que Vincent connaît bien. On le doit à des Blablacar, on le doit à des boîtes plus récentes comme Insect. C'est des gens qui ont emmené des boîtes françaises, des technos françaises, qui les ont développées avec un board français depuis la France et puis ensuite depuis les États-Unis à des valos dépassant le milliard. Et les Américains, ils savent que quand ils ont un Français dans la pièce, c'est souvent quelqu'un qui est plutôt cultivé, qui parle plusieurs langues, qui a un esprit analytique, enfin beaucoup de choses que les Américains reconnaissent ne pas avoir, parce qu'ils en ont juste pas besoin. C'est pas
C'est pas une appréciation. Voilà, c'est juste un état des lieux. Donc, Mais concrètement, Stan, qu'est-ce qu'un Américain veut du entendre simple. Ils veulent du pour simple. y aller? Si je devais raccourcir au maximum, on intellectualise beaucoup trop en France parce qu'on peut gérer nos équipes sur un territoire qui est petit. Si ce contenu matériel il n'est pas simplifié à son plus simple appareil, il n'y a aucun moyen qu'une équipe de 50 sales puisse l'absorber rapidement et aller le distribuer. Donc, si vous voulez gagner aux US, il faut faire simple. Votre communication d'expert de 30 minutes, il faut être capable de la prononcer en 40 secondes. Et ce n'est pas un effet de style bullshit, je ne parle même pas du fameux elevator pitch. Je parle du fait que si vous n'êtes pas capable de réduire l'idée à 40 secondes ou 1 minute, ça veut dire que l'idée, elle n'est pas claire dans votre tête. Ça veut dire que vous ne serez jamais capable de la communiquer à des équipes qui seront de plus en plus nombreuses avec une accélération rapide. Et donc, ça veut dire que vous ne gagnerez pas vos rendez-vous. Moi, c'est un peu. Et je vais jumper sur ce que tu dis, Stan. C'est exactement la même chose pour chercher un investisseur. Si en 2 minutes, quand vous commencez à entendre, il n'a pas compris ce que vous faites, il n'a pas compris dans quel domaine vous êtes, c'est fini. J'ai envie de dire, pour moi, l'un des problèmes, parce qu'on revient sur le côté un peu français, c'est qu'on prend l'habitude on a l'impression que plus on parle longtemps, on explique le comment. Et parce qu'on explique le comment, on est capable de le dire, les gens vont comprendre. Les Américains sont, comme disait Stan, sont des gens beaucoup plus simples, c'est des gens qui croient. Les believe, c'est vraiment ça. Et donc, si on lui dit ma solution fonctionne, l'Américain, il ne se pose pas la question de savoir si tu as raison ou pas. Il va juste dire ok, d'accord. Donc, en effet, il y a un marché, très bien. Et s'il a compris ça, ça passe. Et nous, en tant que Français, on se sent presque parfois obligé de se justifier en disant mais non, vraiment, ma technologie, elle marche vraiment. Oui, le marché est suffisamment grand, machin, etc. Et on se sort nous-mêmes du pitch parce qu'on veut trop parler. C'est pas en ce sens, on est comme ça, on est fabriqué comme ça en France. Ouais, complètement. On est fabriqué dans l'explication, dans l'analyse. Et l'Américain, il va prendre les faits, les marquer, il va dire ok, le marché c'est de temps, il y a 50 étapes, tu peux ramener. Bon, bah vas-y, ok, ta techno elle marche, ok, super. En fait, t'es convaincu de ta techno, je suis convaincu aussi. On y va. Je mets une référence dans le chat là, de la théorie du Golden Circle de Simon Sinek. Moi, je la connaissais avant de venir aux US, ça m'a fait du bien de la revoir et de travailler mon pitch marketing et de positioning de la boîte. Je vous invite tous ça prend 9 minutes, mais le why, how, what, c'est vraiment un truc qui n'est pas naturel pour les Français. Je regardais, je crois que je l'ai sur mon bureau. Je ne le trouve pas. Alors, messieurs, avant de terminer, j'ai quand même une question pour vous, et alors qui n'a peut-être rien à voir. Est-ce qu'un jour vous vous voyez revenir en France? Voilà. Joker. Vous voyez le bleu par la fenêtre là, ou comment ça se passe? Et c'est sûr que je trouve qu'on arrive à bosser autant qu'on le fait en France. On finit à 5h30. Les gens sont efficaces. Il me semblait que c'était 15h aujourd'hui. Stan, il faut que tu reviennes à New York. Ouais. Ça C'est pour ça que je suis pas à New York. Mais c'est vrai je trouve qu'on a une meilleure qualité de vie. Après, il faut réussir. Si on est un peu dans la tranche où on est en lutte, les États-Unis, c'est cruel, c'est terrible, et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Mais dès qu'on passe un peu ces 3 premières années, pour certains, ça ira peut-être même plus vite. Après, il y a quand même beaucoup de bénéfices à faire ses propres choix. Sur plein de sujets. Et du coup, moi, j'ai de plus en plus de mal à comprendre la mentalité française par rapport à pas mal de trucs. Donc, je ne sais pas si je reviens en France. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'en plus, là, tu as 3 personnes qui sont sur la côte Est. Et la côte Est, maintenant qu'on a pris, quand on est devenu américain, comme disait Stan, et là, on a pris l'habitude de voyager. Aller à Paris, c'est comme d'aller à San Francisco. Moi, j'allais à San Francisco une fois par semaine. Donc, de prendre l'avion un jeudi soir pour rentrer à Paris, passer 3-4 jours et rentrer, on a pris l'habitude, on a pris le pli. Donc, on se sent peut-être un petit peu moins loin de la France d'un point de vue pratique. Et donc, on peut voir les bons côtés sans avoir certains inconvénients. Moi, ça fait donc maintenant 14 ans aux États-Unis.
il n'y a pas vraiment de raison pour revenir en France pour le moment. Très bien. Et vous, Ilan? Pareil. Aujourd'hui, je pense que l'habitude de voyager, comme il disait, prendre l'avion le dimanche soir et rentrer le jeudi, on l'a fait pendant, ça fait maintenant près de 6 ans que je le fais quasiment une fois par mois. Et avec cette visibilité, aujourd'hui, et puis après, on a aujourd'hui moi j'ai des enfants qui sont américains, donc ça serait compliqué de les redénaturaliser dans un autre pays. Et la qualité de vie plus le business ici ne me permettrait pas de rentrer en France à ce jour. Très bien. En tout cas, On a une messieurs, question quand même. en dernier lieu, je Peut-être souhaiterais… essayer d'y répondre parce que j'ai vu passer une question de Laquelle? Patrick. Il y en a deux. Il y en a une sur le pitch. Patrick C'est pour Blanc. toi, Ilan. Hein. Je suis une Ouais. boîte américaine représentant. Enfin, je te laisse lire. Ou tu veux que je la Ouais. lise? Je suis une boîte américaine représentant une société finlandaise très profitable en majuscule. Donc là, c'est définitivement pour toi, Ilan. Et je cherche à acheter la maison mère pour développer un produit médical innovant, breveté, FDA, cleared. Donc c'est la FDA, c'est l'organisme qui clear Les Pour la médicaments. food. les médicaments. Le drugs. Les médicaments et le food, ouais. Pas dans les médias. Oui, mais on peut. Quel type de financement puis-je trouver? Ça dépend de la cible, ça dépend d'où elle est, dans quel pays. Hein. Il te Donc, dit, société finlandaise en Finlande, en Europe, il faut voir. Ça dépend. J'ai pas d'infos, donc ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des financements bancaires si elle est très profitable, comme il a écrit. Il y a plusieurs typologies. Hein. On peut en discuter en dehors. Il n'y a pas de. Bah, je pense qu'il doit vous contacter, Ilan. Ok, super. Est-ce qu'il y Ça a marche. d'autres questions? ouais, il y en a une. Est-ce qu'on pitch de la même manière les fonds américains et les Français? Quelles sont les erreurs que font les Français? Alors moi, j'ai pas pitché des fonds français, donc je sais pas. Ilan, tu as peut-être un avis un peu plus important. Moi, j'ai juste un retour d'expérience sur les pitchs américains. Alors, on l'a un peu évoqué, hein, le pitch français, dans les détails, l'empathie, on a tendance à plus expliquer, plus être analytique et perdre un peu. L'américain est beaucoup plus direct et plus market oriented en fait. Il Ouais. va vouloir chercher le retour sur rentabilité et surtout de manière très forte. En France, on va avoir tendance à faire la levée d'1 million, la levée de 3, la levée de 10. Hein. Aux États-Unis, ok, ton produit marche, si on doit mettre 20 millions tout de suite, mettons 20 millions tout de suite, on va essayer. Ça passe ou ça casse, mais on va essayer d'accélérer le marché. Je pense que c'est la différence dans l'approche du pitch qu'on doit avoir. Et après, Ouais. moi, si je peux apporter un élément d'expérience, c'est que quand on pitchait des fonds français, ils demandaient souvent à rencontrer notre CTO. Parce qu'ils voulaient rentrer dans le comment. Et ils avaient des experts techniques qui vérifiaient la techno pour savoir si c'était pas bullshit. Alors qu'aux US, je pense que c'est quand même beaucoup plus dans le storytelling appuyé par des chiffres. Le how, le comment on fait, sur quoi repose la techno, ça peut venir, mais à mon avis, très très tard dans s'il y a une stratégie de patent. Mais ça va venir. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, Donc on laisse entendre qu'il n'y a pas d'audit des Américains parce que les audits sont bien pointus et bien puissants. C'est juste qu'avant de décider d'investir, c'est pas la techno qui fait décider d'investir. On part du fait que tu nous l'expliques, c'est que tu t'oses nous la présenter, c'est qu'elle marche. Ouais. C'est même pas, c'est un peintre qui sait peindre. Il n'y a pas de question. En France, on va étudier toute la techno au préalable. Il y a beaucoup de phases amont avant de se déployer et dire allez, je fais une offre et je veux rentrer investir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous tous qui nous suivez, ce n'est pas fini. Si vous avez des questions, vous pourrez continuer la discussion avec nos speakers dans notre salle. Merci Vincent Meyer, merci Stan Coignard, merci Ilan Elbaz pour vos retours d'expérience et témoignages d'entrepreneurs. Je suis encore désolé pour ce souci technique. Merci également à Alexandre Quentin et son équipe pour votre confiance. Merci à Rachel Reynaud de la Chambre franco-américaine de Floride pour son soutien sans faille et la mise en place technique de ce symposium 2021. À suivre la conférence « L'attraction et la rétention d'employés », Employee Benefits Package, table animée par Armel Pétiolevy qui recevra Cédric Sage,
Cette table se déroule dans une salle différente, salle que vous trouverez aisément sur cette plateforme. Elle commence maintenant. Merci de nous avoir suivis à tous et à très bientôt. Au revoir.